La parole est à Monsieur David Habib. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la semaine passée, notre collègue Alain David vous a interpellé sur l'évolution de la pandémie, l'augmentation des cas positifs et des hospitalisations. Votre réponse, déconcentration et territoire. Monsieur le Premier ministre, au pire, c'est de l'esquive, au mieux, un hors-sujet. Se défausser sur le local n'est pas l'enjeu. Que m'a-t-on demandé ces derniers jours? Je suis cas contact, mais je n'ai pas été appelé par l'assurance maladie. Ai-je droit à un arrêt de travail? La classe de mon enfant ferme, je ne peux pas télétravailler, quelle solution? Étudiant dans un amphithéâtre bondé, comment respecter les gestes barrières? Votre communication, Monsieur le Premier ministre, est incertaine et les délais de traitement dissuadent les Français de se faire tester et surtout de s'isoler. L'heure est grave, Monsieur le Premier ministre. Vous devez répondre aux Français. Chaque jour, des milliers de cas déclarés. Vous êtes en train de perdre les Français et plus particulièrement les plus jeunes parce qu'il y a trop de contradictions, trop d'erreurs, trop de zones d'ombre dans votre discours. Nous, socialistes, dès le début, nous avons choisi de ne pas faire de la crise sanitaire un enjeu partisan. Il s'agit de la santé des Français. Mais notre responsabilité, Monsieur le Premier ministre, c'est de vous dire ce qui ne marche pas. Faute de temps, je n'aborderai que 2 points. 1, le dépistage. Hier, le ministre de la Santé a annoncé 24 heures d'attente pour les publics prioritaires. Mais combien d'attentes pour le reste des Français? Si tous les salariés d'une petite entreprise doivent attendre leurs résultats pendant 7 jours, Monsieur le Premier ministre, cette entreprise, elle coule. La grippe. Il sera difficile de faire face au Covid et concomitamment à la grippe saisonnière. Quelle est donc votre stratégie pour favoriser la vaccination la plus massive possible auprès de tous les publics, quel que soit leur âge? On nous dit qu'on aura une réponse en octobre. Non, la volonté politique, c'est d'afficher l'ambition de votre gouvernement dès aujourd'hui. La parole est à Madame Claudia Rouault. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Agriculture, j'associe à cette question mes collègues Jean-Louis Bricout et Dominique Potier. La méthanisation agricole avait à la base une vertu sociale et écologique. Aujourd'hui, force est de constater que son développement s'accompagne de dérives. C'est une source d'inquiétude pour de nombreux élus ruraux et des représentants du monde agricole, notamment en Bretagne. L'accaparement de terres pour produire du maïs à vocation énergétique, la disparition de production agricole, notamment laitière, insuffisamment rémunératrice, la spéculation foncière, l'inflation du prix des cultures fourragères pour l'élevage, la transmission de ces unités de biogaz valorisées à plusieurs millions d'euros, un mauvais bilan carbone induit par la transformation de prairies en culture de maïs, et les nuisances liées au transport des intrants, dont l'approvisionnement est parfois supérieur à 50 km des méthaniseurs. La France doit tirer les leçons des dérives du système allemand qui a bâti une industrie avec de grosses unités et des cultures dédiées à la méthanisation agricole. Le coût budgétaire pour l'État et le contribuable, à travers des subventions et le tarif de rachat de l'énergie, ne doit pas permettre des spéculations sur notre modèle agricole basé sur les exploitations familiales. La crise sanitaire que nous traversons nous rappelle que la souveraineté alimentaire est une exigence, la terre doit nourrir les hommes. Face à ce constat, des leviers doivent être activés. Abaisser le seuil des 15% d'intrants issus de cultures végétales. Établir des schémas régionaux de méthanisation favorisant la micro-méthanisation, source de complément de revenus pour les agriculteurs, et les méthanisations en lien avec les industries agroalimentaires. Créer un véritable dispositif de contrôle par les services de l'État, réorienter la PAC, car il est anormal que des hectares de maïs destinés à la méthanisation bénéficient d'aides. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelles mesures concrètes le gouvernement compte-t-il prendre pour mettre fin à ces dérives? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Écologie et concerne le développement anarchique de l'éolien sur nos territoires. Combien de fois faudra-t-il remettre la question à l'ordre du jour pour qu'enfin le gouvernement agisse? Trop, c'est le sentiment de nos administrés anti-RACH en Vermandois et plus largement dans les Hauts-de-France. La question n'est pas d'être pour ou contre l'éolien, la question est de son développement harmonieux sur nos territoires. D'ailleurs, qui pourrait s'opposer à faire de l'électricité avec du vent? Qui oserait penser que nos territoires ne soient pas des acteurs de la transition énergétique? 3 points posent problème. En premier lieu, son modèle économique. Certainement trop bien disant pour les opérateurs, ce modèle
conduit à des situations malsaines, lobby, conflits d'intérêts, villages et élus se divisent. Deuxièmement, les lieux d'implantation. On assiste à un phénomène de mitage de notre territoire. La Thiérache, c'est une terre de bocage, d'histoire et de combat. Quand nos terres sont souillées, quand l'éolien vient confronter nos projets de territoire, culturels ou touristiques, nos concitoyens se sentent méprisés. Troisièmement, le partage de la fiscalité. Aujourd'hui, pas de règles, mais des injustices. C'est à ces 3 points que doit répondre le gouvernement. Les textes et règlements sont faits pour être corrigés quand les dérives sont flagrantes. Alors, quand allez-vous nous proposer des nouveaux outils de zonage type ZDE? Quand allez-vous nous proposer un meilleur partage de la fiscalité? Quand allez-vous nous proposer un nouveau modèle économique? Madame la ministre, la Thiérache de Vermandois, ce n'est pas le monde des Télétubbies, c'est la terre du maroilles. Faites en sorte qu'elle soit respectée. Merci. La parole, s'il vous plaît, la parole est à Madame Josette Mana. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Monsieur le ministre, depuis ces derniers mois, la Martinique est secouée par de multiples manifestations et actes de violence qui renvoient aux blessures mal cicatrisées de notre histoire commune, l'esclavage et la colonisation. Pour beaucoup de ces manifestants, l'État perpétue encore une forme de violence symbolique et structurelle vis-à-vis des Antilles françaises. Toutefois, la Martinique fait partie intégrante de la République et elle entend le rester. Mais en dehors des questions historiques, c'est le dossier de la chlordécone qui est le sujet central des revendications de la population. Pour rappel, une commission d'enquête parlementaire a permis de comprendre et de découvrir les raisons et les responsabilités liées à l'utilisation de ce poison à l'époque, a formulé 42 propositions pour engager le processus de réparation des préjudices économiques, sanitaires et agricoles induits. À ce jour, nous restons en attente de leur mise en place, malgré les promesses du président de la République le 27 septembre 2018 d'aller vers la réparation. Bien évidemment, le plan de relance met en avant un accompagnement pour la transformation agricole et l'objectif de souveraineté alimentaire d'ici 2030. En attendant, le territoire se meurt, les cancers se multiplient, les agriculteurs qui ont manipulé ce poison pendant ces longues années de tolérance agonisent lentement. Nos bébés naissent avec des malformations. Il est urgent et vital que la loi cadre puisse être appliquée afin qu'aucun doute ne subsiste sur les intentions de l'État. Monsieur le ministre, quelle sera votre force d'action pour que l'État tienne définitivement ses engagements envers les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique? Merci.